Cette vidéo accompagne l'énoncé du TP numéro 8, cuve à ondes de surface. Donc on va étudier ce qu'on appelle les ondes de surface, tout simplement les petites vagues à la surface de l'eau, hein. Quand vous jetez un caillou dans un lac, vous voyez des vagues se propageant à la surface de l'eau. C'est ça qu'on appelle les ondes de surface. Et on va étudier ça en TP avec un dispositif, qui est une petite cuve, hein, donc on appelle ça cuve à ondes. Je détaille le dispositif cuve à ondes dans une autre vidéo. Donc voici ici les objectifs de la séance. On va commencer par étudier la relation de dispersion. Donc ça, je vais revenir un petit peu sur ce que c'est. Et puis, on pourra aussi observer les phénomènes d'interférence et de diffraction avec ces ondes de surface, déjà de manière qualitative, et on aura peut-être le temps même de faire une étude quantitative. Et puis si on a le temps, on pourra même essayer de regarder une manifestation de l'effet Doppler. Alors, je donne ici en nota bene ce qui s'appelle la tension superficielle de l'eau, hein. Le coefficient de tension superficielle de l'eau vaut ceci. Et je vais expliquer un petit peu ce que c'est, parce que c'est plus, c'est au programme expérimental de PC, mais ça l'est plus depuis cette année, depuis 2022, là. Donc, allez, allons-y. Quelques explications sur ce qu'est la tension superficielle. Alors, bon, vous en connaissez des manifestations, hein, de la tension superficielle. Alors, voilà ce que c'est un liquide en contact avec l'air, par exemple, tend toujours à minimiser son interface avec l'air, hein. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous jetez, si vous voulez, de l'eau comme ça, qui n'est pas appuyée sur un solide, hein, mais que vous la jetez en l'air, comme ceci, si la portion d'eau que vous étudiez est suffisamment petite, vous savez que bah, ça prend la forme d'une goutte qui est approximativement sphérique. Alors pourquoi? Tout simplement parce que voilà, cette eau, elle est, enfin, quand la portion d'eau est suffisamment petite, c'est surtout la force de tension superficielle qui domine, si vous voulez, et, euh, et la sphère, c'est la figure géométrique qui, à volume d'eau donné, minimise la surface, l'interface avec l'air extérieur. D'accord? Donc vous voyez que le fait qu'une petite portion d'eau en train de tomber dans l'air ait grosso modo une forme sphérique, ça vient de cette force de tension superficielle. Alors évidemment, ce sera une force impliquée lorsqu'on a des vagues qui déforment l'interface eau-air, d'accord, quand on a une petite vague à la surface de l'eau, parce que voilà, quand il n'y a pas de vague, ben, on a une surface plate, et dès qu'on cherche à courber l'interface entre l'eau et l'air, ben finalement on augmente la surface, l'interface entre l'eau et l'air. Donc là forcément, la tension superficielle est impliquée dans les ondes de surface. Le coefficient de tension superficielle que j'ai donné pour l'eau juste avant est caractéristique du type d'interface. Donc là, c'est la valeur pour l'interface eau-air. Hein, si on a d'autres types d'interfaces avec un autre liquide et une autre phase gazeuse, euh, on a une autre valeur. Bon, une manifestation courante de la tension de surface, aussi de la tension superficielle, c'est le ménisque dans la burette en chimie quand vous faites un dosage, par exemple. Clairement, l'interface eau, en tout cas solution aqueuse, je vais dire eau, eau-air n'est pas plane, comme dans un verre d'eau, par exemple, mais elle est, voilà, elle est incurvée. Ben ça, évidemment, ça ne peut pas se comprendre avec la statique des fluides, comme on l'a vu en PCSI ou en révision de PC, avec simplement la pesanteur et les forces de pression. Parce que sinon, on doit avoir une interface plane, d'accord, horizontale. Donc ici, le fait est que l'interface, le ménisque n'est pas horizontal, et c'est bien ici la manifestation de l'existence d'une autre force. Ben, cette autre force, c'est la tension superficielle. Alors il faut savoir que cette tension superficielle, elle se manifeste, elle n'est pas négligeable quand par exemple, ici les dimensions du dispositif, ici le diamètre de la burette, n'est pas trop grand devant 3 mm. Voilà, 3 mm pour l'interface OR, c'est un ordre de grandeur caractéristique qui permet de savoir est-ce que la tension de surface va se manifester ou pas. Donc voilà, une burette, c'est quoi, 1 cm de diamètre? Bon, c'est pas très grand devant 3 mm, donc euh, la tension de surface se manifeste. Dans un verre d'eau, le diamètre du verre d'eau en général est bien plus grand, et donc bah, on ne voit pas de ménisque, on voit une surface plane. Quoique, si vous regardez sur la paroi interne du verre, à la limite entre l'eau et l'air,
vous pouvez voir que l'eau grimpe légèrement sur le bord de la paroi, sur la paroi plutôt, sur le bord du verre. Et ça, c'est une manifestation de la tension de surface. Voilà. Bon, je ne vais pas en dire plus sur cette force, simplement elle est impliquée euh, dans la- dans le phénomène des ondes de surface. Et voilà un petit résumé pour comprendre un petit peu la partie culturelle qu'il y a dans l'énoncé du TP. La tension de surface et la pesanteur sont les deux forces, les deux ingrédients principaux qui régissent la propagation des ondes de surface. Ça vous permettra de comprendre un petit peu le texte introductif, qui ne sera pas forcément complètement utile pour les mesures, mais si vous voulez, ça vous donne une petite référence bibliographique, on va dire, qui vous permettra de comprendre un petit peu ce qu'on va voir en TP, les mesures qu'on va faire en TP. Alors, je reviens au PDF. Et donc, j'ai dit que dans un premier temps, vous alliez étudier la relation de dispersion des ondes de surface. Alors, qu'est-ce que la relation de dispersion? Alors, c'est cette formule-ci pour les ondes de surface, voilà, entre un liquide et une phase gazeuse. D'accord? Alors, un petit mot sur la physique des ondes, parce qu'on n'a évidemment pas encore vu ça en deuxième année, vous en avez vu un petit peu en première année, mais il faut quand même que je vous introduise quelques concepts de deuxième année, très qualitatifs, très généraux, mais nécessaires pour comprendre toute l'importance de la relation de dispersion en physique des ondes. Alors, bon, on verra ça en cours cette année, hein, ce sera dans la deuxième partie de l'année, parce que c'est assez technique les ondes. Donc le comportement des ondes, donc par exemple la vitesse de propagation, et puis d'autres choses qu'on verra, ce comportement des ondes est régi par une équation aux dérivées partielles. D'accord? Bon, la seule qu'on a vraiment vue jusqu'à présent, c'est l'équation de diffusion. Bon, bah, pour les ondes, ce sera d'autres types d'équations. La plus connue, ce sera l'équation d'Alembert. C'est la première qu'on étudiera. Et même si on ne l'a pas fait pour la diffusion, parce que le programme n'allait pas tout à fait en ce sens-là, on se donnera des familles de solutions pour essayer de résoudre ce qu'on appelle l'équation d'onde. Hein, cette équation dérivée partielle, ça s'appelle l'équation d'onde. Et on va se donner des ondes progressives harmoniques. Bon, clairement, c'est une famille de solutions que vous avez introduite en première année. Alors, il y a d'autres familles comme les ondes stationnaires harmoniques qu'on se donnera aussi à l'occasion. Mais c'est vrai que quand on a une onde qui se propage comme ça devant nos yeux, c'est plus intéressant de prendre une famille de solutions progressives. Ok. Et vous l'avez vu en première année, les ondes progressives harmoniques, je vous rappelle que harmonique ça veut dire sinusoïdal, hein, ce sont des ondes doublement périodiques. Hein. On a une périodicité temporelle caractérisée par ces grandeurs ici, hein, pulsation temporelle en radians par seconde, fréquence temporelle en seconde moins 1 en hertz, et puis la période en secondes. Bon, évidemment, ces trois paramètres caractérisent exactement la même chose, hein, c'est la même information codée entre guillemets dans trois grandeurs différentes reliées entre elles. Je vous rappelle que vous devez pouvoir relier deux de ces grandeurs, enfin ces grandeurs 2 à 2, en vous fiant aux unités, c'est assez facile. Euh, mais contrairement aux familles sinusoïdales que vous vous donniez en première année pour étudier les filtres, et en électronique par exemple, dans le cas des ondes, on a aussi une périodicité spatiale, d'accord, caractérisée par un triplet comme ça de grandeur, vraiment tout à fait similaire à celle du dessus, c'est-à-dire une pulsation, petit k, en radians par mètre, une fréquence en mètre moins 1, et une période qu'on appelle la longueur d'onde en mètres. Voilà. Donc, évidemment, comme en première année, quand vous aviez introduit des solutions sinusoïdales, des solutions harmoniques, on va se donner la notation complexe pour étudier ces familles de solutions et réinjecter ça dans l'équation dérivée partielle. Surtout que nos équations d'onde seront linéaires, donc évidemment, l'introduction des complexes est très, très intéressante sur le plan mathématique. Et il s'avère que quand on fait ça, ben, l'équation dérivée partielle devient la relation de dispersion. Si vous voulez, la relation de dispersion, c'est l'équation d'onde, mais en notation complexe. Vous aviez déjà vu ça un petit peu en première année, lorsque vous étudiez les circuits électriques. Vous les aviez dans un premier temps étudiés avec les équations différentielles, d'accord, avec les échelons de tension, etc. Et puis vous les avez étudiés donc, dans le domaine fréquentiel avec les fonctions de transfert.
Les fonctions de transfert, si vous voulez, c'est un petit peu, c'est l'équation différentielle, mais en notation complexe. Il y a vraiment comme ça une sorte de conjugaison mathématique entre, d'une part, l'équation différentielle, où c'est le temps qui est la variable importante pour les circuits électriques, et puis euh, une conjugaison avec un autre outil qui est la fonction de transfert, qui est un petit peu l'équivalent, mais dans le domaine complexe. Et là, la variable d'intérêt, c'était la pulsation. Mais en physique des ondes, c'est pareil. On a un domaine spatio-temporel. On peut étudier les ondes dans un domaine spatio-temporel avec l'équation dérivée partielle. Et puis, la relation de dispersion, eh bien, c'est l'équivalent, mais dans le domaine complexe. Et là, les variables d'intérêt, ce sont les pulsations temporelles et spatiales. D'accord? Voilà. Donc, quelque part, voilà, étudier la relation de dispersion des ondes, c'est très important parce qu'on peut dire que toute l'information, ou presque, sur le comportement des ondes est contenue dans cette relation entre la pulsation temporelle et la pulsation spatiale. La seule relation de dispersion que vous aviez vue en PCSI en première année, c'est celle-ci. On verra que c'est la relation de dispersion associée à l'équation d'Alembert, donc là, écrite avec les pulsations, et vous avez l'équivalent ici, écrit avec les périodes. Et comme vous pouvez le voir ici, la relation de dispersion des ondes de surface est évidemment beaucoup plus complexe que celle vue en première année en PCSI. Euh, donc ce que vous allez devoir faire ici en TP, dans un premier temps, ça va être de faire la mesure de cette relation de dispersion, de tracer oméga carré en fonction de k, et de superposer ça à l'expression théorique et à voir si ça colle bien. Donc là, pour la lecture de l'énoncé, vous avez voilà, un petit peu de bibliographie à regarder. Je vais dire un petit mot sur le dispositif expérimental de la cuve à ondes. Alors j'ai une vidéo dédiée à cela, mais je vais quand même en dire un mot ici. Donc vous avez le dispositif ici, d'accord? Donc on a l'eau là avec les vaguelettes à sa surface. On a un petit vibreur hein, qui excite la surface de l'eau pour générer les ondes. Et on a ici une lampe qui envoie un flux lumineux comme ça à la verticale à la surface de l'eau. Cette lumière traverse l'eau qui est transparente et puis qui est posée sur du plexi et atteint un miroir ici, d'accord, jusque-là, qui redirige le faisceau de manière horizontale vers un écran dépoli, un écran qui est ici. Et en fait, sur cet écran, on a des zones sombres et des zones brillantes. Les zones brillantes correspondent à des sommets de vagues et les zones sombres à des creux de vagues. Alors pourquoi? Tout simplement, quand on a le faisceau ici de lumière, de rayons parallèles qui atteignent euh, la surface de l'eau, vous voyez que euh, le sommet d'une vague est convexe, si vous voulez, et donc a un effet convergent sur le faisceau lumineux. Et donc on a ici, si vous voulez, un effet de concentration de la lumière qui correspond évidemment donc à des zones, euh, euh, intenses sur l'écran dépoli, alors que le creux d'une vague qui est concave a un effet divergent sur le faisceau et donc à une dilution, si vous voulez, de l'intensité lumineuse. Et ça correspond à des zones plutôt sombres sur l'écran dépoli. Bon, vous avez un énoncé ici qu'il faudra suivre pour faire les mesures, et vous avez une deuxième partie où on étudie le dispositif des fentes Young, mais avec enfin, l'équivalent des fentes Young, en tout cas, on a deux sources cohérentes, deux sources qui vibrent à la même fréquence et qui génèrent des interférences. Vous pourrez étudier ça. Et puis là, un petit peu de diffraction et, si le temps le permet, de l'effet Doppler.